Imaginons un instant la scène. On est sur un magnifique chemin de campagne patrimonial, bordé d'arbres centenaires. Et là, un immense autobus articulé débarque. Ouais, le genre de véhicule de 12 mètres de long, plusieurs tonnes de métal. Exactement. Le moteur diesel gronde, la route tremble littéralement sous le poids de l'engin, ça fait un bruit pas possible. Et puis, on regarde à travers les grandes vitres Euh, et il n'y a absolument personne à l'intérieur. c'est ça. Il est complètement vide. Cet immense véhicule brûle du carburant, il use prématurément la chaussée et, en toute franchise, il brûle aussi l'argent des contribuables à chaque kilomètre. C'est une image assez frappante, oui. Mais maintenant, effaçons cette image. Pensez plutôt à un petit véhicule discret. Un véhicule qui n'apparaît sur cette même route que lorsqu'une personne en a réellement besoin. Hmm, d'accord. On va voir, il fait même augmenter la valeur des maisons autour. C'est un contraste visuel et logistique majeur en fait. On passe vraiment d'une logique industrielle très lourde, qui est basée sur la capacité maximale, à une approche d'allocation des ressources presque chirurgicale. Et c'est très exactement la métamorphose qui s'opère dans l'ouest de l'île de Montréal. Parce qu'on s'approche d'une date clé, le 18 mai 2026. Oui, le lancement de la refonte historique du réseau de l'ASTM, la Société de transport de Montréal. Voilà. Et pour notre dossier du jour, on a épluché une série de documents. On a des analyses récentes sur la mobilité urbaine, des rapports sur l'immobilier local et bien sûr les plans d'intégration complexe du tout nouveau REM, le réseau express métropolitain. Des documents très riches, oui. Très riche. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ça. Comment cet abandon progressif du modèle universel d'autobus, au profit de taxis collectifs et de navettes sur demande, est en train de redéfinir la vie en banlieue et l'efficacité économique. Tout à fait. Bon, décortiquons tout ça. Parce que quand on lit les rapports, on réalise vite qu'il ne s'agit pas juste d'imprimer de nouveaux horaires sur des poteaux de rue, c'est vraiment une révolution de notre façon de concevoir l'espace urbain. Absolument. Et pour bien saisir l'ampleur de ce qui se passe en 2026, faut regarder bien au-delà du simple remplacement d'un véhicule par un autre. L'enjeu central ici, c'est la synchronisation. La synchronisation entre les différents réseaux, c'est ça? Exactement. On a d'un côté un réseau de surface historique géré par la ville. Et de l'autre, on a cette toute nouvelle infrastructure lourde, le REM. Qui est un peu la colonne vertébrale maintenant. C'est ça. Il agit comme une artère principale à très haute fréquence. Donc, le grand défi, c'est de savoir comment alimenter cette artère. Comment intégrer une desserte locale très fine, très agile, pour rabattre les usagers vers ces gares, mais sans faire rouler des bus à vide comme on disait au début. Ouais, c'est un exercice de haute voltige logistique. Mais avant d'analyser la mécanique même de ce nouveau système, il faut d'abord poser un diagnostic sur le problème de départ. L'aberration que la STM tente de corriger, oui. Ouais. Et de l'envoyer circuler dans des banlieues résidentielles très étalées. Et c'est le cœur de l'inefficacité, en fait. Prenons des secteurs très excentrés, genre le village de Senneville ou certaines parties de l'île Bizarre. C'est très résidentiel là-bas. Très résidentiel, avec une très faible densité de population. C'est caractérisé par des maisons unifamiliales, de grands terrains. Donc, mathématiquement, déployer des autobus standards de 40 pieds à intervalles réguliers dans ces zones, ça ne tient pas la route. La demande n'est juste pas là. Non. La densité démographique ne générera jamais la demande nécessaire pour remplir ces véhicules, même aux heures de pointe. Donc, la solution pour corriger cette asymétrie entre l'outil et le terrain, c'est ce modèle hybride dont on parle. La chirurgie fine, le transport sur demande par taxi collectif. Et d'ailleurs, un point important qu'on voit dans les documents, c'est que ce n'est pas une expérimentation improvisée à la dernière minute. Non, pas du tout. La ligne 281, par exemple, à Senneville, elle fonctionne sous ce modèle depuis plus de 10 ans déjà. Oui, elle a vraiment servi de laboratoire grandeur nature. Et la longévité de cette ligne 281 est cruciale. Elle a prouvé aux planificateurs que le concept est viable sur le long terme. Et comment ça fonctionne sur le plan opérationnel? Eh bien, la structure est ingénieuse. Au lieu d'avoir un grand bus qui fait des boucles perpétuelles, on déploie de petits véhicules, souvent des taxis traditionnels ou des fourgonnettes adaptées. D'accord. Et ces véhicules opèrent sur des trajets prédéfinis. Mais la nuance fondamentale, c'est l'activation. C'est-à-dire? Le véhicule ne se met en route que si une réservation est enregistrée via une application mobile ou par téléphone. Sinon, il ne bouge pas. Ouais, j'aime beaucoup utiliser une analogie avec le monde des médias pour expliquer ça. En fait, l'ancien système d'autobus, c'est un peu la télévision par câble traditionnelle. Ah, c'est intéressant ça. Tu sais, la chaîne diffuse un programme à une heure fixe sur un canal précis, que quelqu'un soit assis sur son canapé pour le regarder ou que la télé soit éteinte, le signal est envoyé, l'argent est dépensé. C'est exactement ça.
Et le transport sur demande, c'est l'équivalent des plateformes de streaming. Mhm. Le trajet existe bel et bien dans le système, mais le service n'est activé et donc la ressource n'est consommée que lorsque l'usager appuie sur lecture en réservant sa place. C'est une excellente comparaison. La logique derrière ça semble imparable au niveau des ressources. Mais ce qui est fascinant ici, c'est la transparence du processus pour la personne qui embarque. Ouais, l'expérience utilisateur. Exactement. Parce que pour se rendre à la future station du REM, Anse-à-Lorme, l'usager continue simplement d'utiliser sa carte opus comme dans un bus normal. Et ça, c'est énorme. Oui, l'intégration tarifaire, c'est vraiment l'un des aspects les plus étudiés de cette refonte, car ça touche directement à la psychologie de l'usager. Parce que le changement fait peur. Quand on demande à une population de changer radicalement ses habitudes de transport, oui, le moindre petit obstacle peut créer un rejet immédiat. En maintenant la carte opus comme unique mode de paiement, on neutralise cette friction. C'est rassurant. Le mode de transport physique change de façon drastique. On passe d'un mastodonte de 40 pieds à une simple berline, mais le geste, le rituel de payer reste le même. Voilà. Il n'y a pas de tarification dynamique surprise, pas de transfert complexe à calculer, et cette continuité, c'est ce qui permet l'acceptabilité sociale du projet. Alors, c'est un très bel avantage pour l'usager, c'est clair. Mais si on examine les données financières du dossier, on constate très rapidement que le véritable moteur de ce déploiement, pour le 18 mai 2026, c'est pas uniquement le confort des gens, Non, évidemment. ou même l'innovation technologique. C'est une implacable urgence budgétaire. Ah, les mathématiques de cette opération sont incontournables. Il faut comprendre que le contexte actuel du transport collectif au Québec, il est marqué par un déficit structurel assez sévère. Ouais, les chiffres font peur. La STM aborde l'année 2026 avec un budget d'exploitation qui frôle les 1,8 milliard de dollars. 1,8 milliard. Et quand une société de transport fait face à un tel gouffre financier, le risque principal, c'est d'entrer dans ce qu'on appelle la spirale de la mort du transport en commun. La spirale de la mort. C'est-à-dire? C'est un cercle vicieux. On coupe les services pour économiser de l'argent, ce qui, logiquement, fait fuir les usagers qui trouvent le service moins bon, ce qui réduit encore plus ses revenus de billetterie, ce qui force de nouvelles coupes, et ainsi de suite. Ah ouais, l'effet boule de neige catastrophique. Exactement. Donc pour éviter ça, la règle d'or devient chaque kilomètre parcouru doit être justifié économiquement. Et les écarts de coûts présentés dans les rapports qu'on a lus illustrent super bien cette urgence. Selon les données, mandater un taxi collectif coûte à la STM entre 1,50 $ et 5 $ par trajet, selon la distance et les ententes. Mhm. Mais si on compare ça avec l'ancien modèle, faire rouler un autobus standard complètement vide sur une route rurale, ça coûte plus de 12 $ du kilomètre. Plus de 12 $ du kilomètre, oui. Et pour le transport adapté par minibus, on parle parfois de 8 $ par déplacement. L'écart est gigantesque. On parle de générer plus d'1 million de dollars d'économies récurrentes annuelles. C'est énorme. C'est énorme. Et l'argument de la STM, c'est que cet argent économisé n'est pas juste mis de côté. Il est immédiatement réinvesti vers les lignes fortes du réseau. Celles qui vont vers le centre-ville? Oui, celles qui ont le potentiel d'atteindre le grand objectif de 1,1 million de déplacements quotidiens sur l'île. C'est le principe des vases communicants, en fait. On récupère les pertes sèches des zones périphériques pour injecter de la fréquence dans les corridors où la demande justifie d'avoir des véhicules lourds. Alors, permettez-moi d'être un peu sceptique un instant. Allez-y. Réinvestir au centre-ville ou sur les grandes artères, c'est très bien. Mais vu des banlieues, est-ce que cette belle expression de chirurgie fine, c'est pas simplement un habillage sémantique pour faire passer la pilule de coupe budgétaire déguisée? Ah, c'est une question très juste. Parce qu'au final, on retire un service public lourd, régulier, institutionnel, pour le remplacer par des taxis ponctuels. C'est effectivement une lecture très fréquente de la situation. Et honnêtement, la méfiance des résidents est totalement compréhensible face à toute annonce qui parle d'optimisation. Mais les urbanistes utilisent plutôt le concept de soupape de sécurité ici. Soupape de sécurité. Oui, le but, ce n'est pas de retirer l'accès à la mobilité ou de couper le service en banlieue pour le donner au centre-ville, c'est d'adapter l'outil à la morphologie même du terrain. D'accord, soupape de sécurité, c'est un très beau terme technique. Mais très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un usager sur le terrain? En quoi remplacer un bus régulier par un taxi sur demande, ça protège réellement le service? Résultant la mécanique de certaines lignes spécifiques qui sont mentionnées dans le plan de refonte. Prenez la ligne 290 par exemple. Sur l'île Bizarre? Voilà. L'île Bizarre, c'est une zone avec une topographie très complexe. C'est entouré d'eau, il y a beaucoup de petites rues en cul-de-sac. Ouais. Faire naviguer un bus de 40 pieds là-dedans, c'est un cauchemar logistique.
Le gros bus doit faire d'immenses détours simplement pour trouver un endroit assez large pour faire demi-tour. Ce qui rallonge le temps de trajet de tout le monde dans le bus. Exactement. Un véhicule sur demande, plus petit comme un taxi, il navigue de point en point et il élimine tous ces détours inutiles. Donc en fait, la géométrie même de la zone dicte le type de véhicule. C'est tout à fait ça. Un autre exemple vraiment frappant, c'est la création de la ligne 294 à Baie-d'Urfé. Ah oui, celle pensée pour le parc industriel. Oui, les parcs industriels, on le sait, sont conçus pour les camions de marchandises. De larges avenues, d'immenses stationnements devant les usines. Ouais, c'est pas fait pour les piétons. Pas du tout. Donc, déposer un travailleur à un arrêt de bus traditionnel sur la rue principale, ça signifie souvent qu'il doit marcher 1 kilomètre à travers un stationnement gelé en plein hiver pour attendre la porte de son usine. L'enfer. Le microtransit permet une flexibilité d'approche. Le petit véhicule peut entrer dans le stationnement, se rapprochant au maximum de la destination finale. La ligne 295 à Beaurepaire illustre aussi ce principe. Celle qui sert de rabattement vers les trains de banlieue. Exactement. La logistique s'adapte à l'environnement bâti et non l'inverse. Vu sous cet angle, c'est vrai qu'on comprend mieux comment la nature du véhicule modifie la performance de tout le réseau. Et ce qui est fou dans l'analyse, c'est que cette restructuration, elle engendre un effet domino fascinant. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'optimiser le transport, ce n'est pas qu'une question de colonnes dans un fichier comptable à la mairie. Ça a un impact direct et très mesurable sur l'environnement physique et économique des quartiers. Oui, tout est interconnecté. Et c'est particulièrement visible au niveau de l'immobilier, selon les rapports. Il y a toujours eu une corrélation directe entre la qualité des infrastructures de transport et l'évolution du marché immobilier local. Mais ici, la dynamique change. C'est presque ironique. L'ironie ici, c'est le renversement total de la perception. Comment ça? Historiquement, avoir un arrêt d'autobus directement devant sa maison, c'était souvent vu comme une nuisance. Ah oui, avec le bruit des moteurs lourds. Le crissement des freins pneumatiques, les gaz d'échappement juste sous ta fenêtre de salon, les gens s'y opposaient souvent. Le fameux syndrome « pas dans ma cour ». Exactement. Mais aujourd'hui, avec ce basculement vers des navettes plus petites, beaucoup plus silencieuses, et surtout qui sont connectés directement au REM, cet arrêt devient un aimant immobilier. Un atout majeur, oui. Les documents qu'on a lus soulignent qu'une connectivité fluide garantie vers le REM, ça peut générer une augmentation de la valeur potentielle des propriétés de 5 à 8%. 5 à 8%, c'est considérable. Surtout dans des secteurs exclusifs comme Senneville. En réduisant l'empreinte physique du transport, d'un gros bus à un petit taxi, on augmente massivement son attractivité financière. Si on relie ça à la vue d'ensemble, on voit qu'on crée ainsi une synergie qui résout une très vieille contradiction urbaine. C'est-à-dire, comment offrir une accessibilité digne d'une métropole très dynamique, tout en préservant la tranquillité d'un paysage rural ou très résidentiel. Ouais. Sans compter que cette connectivité a aussi un volet social indéniable qu'il faut mentionner. Oui, l'inclusion sociale. On mentionne dans les documents les navettes or. C'est un service de taxi dédié spécifiquement aux aînés dans des secteurs comme Pointe-Claire ou l'île des Sœurs. Ça, c'est un outil très direct pour briser l'isolement. Absolument. Et on voit la même logique pour la population étudiante. Des étudiants souvent très dispersés qui doivent converger vers le cégep John Abbott ou le campus McDonald de l'université McGill. Le système les relie plus efficacement. Et au-delà de l'immobilier et du lien social, l'impact environnemental, c'est aussi un argument central de ce dossier. Bien sûr, l'écologie urbaine, ça ne se limite pas seulement à calculer les émissions de gaz à effet de serre. Retirer des autobus articulés, de petits chemins patrimoniaux étroits, c'est aussi éliminer des vibrations constantes. Ouais, on oublie souvent les vibrations. Des vibrations qui, sur le long terme, fragilisent littéralement les fondations des bâtiments historiques et qui dégradent les infrastructures souterraines comme les conduites d'eau. Et puis, garantir un service de rabattement très fiable vers le REM, ça permet à de nombreuses familles de repenser leur dépendance à l'automobile. Ça, c'est l'objectif ultime, non ? Oui, ça élimine souvent la nécessité d'acheter un deuxième, voire un troisième véhicule par foyer. C'est un gain écologique majeur. Et les statistiques semblent vraiment appuyer cette transition. Les données historiques sur les services de taxi collectifs qui existent déjà font état de taux de satisfaction qui dépassent régulièrement les 80%. 80%, c'est un chiffre clé.
Il faut remettre ça en contexte, hein. Le transport en commun, c'est traditionnellement un secteur où les usagers ne prennent la parole que pour se plaindre. C'est vrai. Des retards, de l'entassement. Donc obtenir 80% d'approbation là-dedans, c'est une anomalie statistique majeure. Ça prouve que la ponctualité chirurgicale et le confort l'emportent de loin sur la taille du véhicule. Mais bon, bien que ces chiffres soient très encourageants, il ne faut surtout pas sous-estimer les ondes de friction. Ah, les fameux défis. Parce que transformer les habitudes de toute une population, ça ne se fait jamais sans heurts. Jamais. Ça met en lumière des défis de gouvernance et des enjeux d'équité très complexes. D'ailleurs, en explorant la section des rapports sur les controverses, on réalise très vite le casse-tête bureaucratique derrière cette fluidité apparente. Il y a une multitude d'acteurs impliqués. Oh oui, la complexité administrative est un frein réel. Dans cette équation, on retrouve la STM qui gère les bus locaux, on a CDPQ Infra qui a conçu et qui exploite les trains du REM. Et puis la RTM. Exactement, l'autorité régionale de transport métropolitain qui chapeaute tout le financement et la tarification à l'échelle de la grande région. C'est beaucoup de monde autour de la table. Ils n'ont pas toujours les mêmes priorités. Coordonner un taxi local géré par un sous-traitant pour qu'il dépose un usager très exactement au moment où un train financé par une caisse de dépôt privée arrive en gare, tout en respectant une grille tarifaire régionale. C'est un miracle quand ça marche. C'est une superposition de bureaucratie qui nécessite des choix que les rapports eux-mêmes qualifient d'arbitrage déchirant. Ce qui nous amène à l'impact très direct de ces arbitrages sur le terrain. L'équité territoriale. Oui, Parce qu'optimiser un réseau, ça implique inévitablement de rationaliser, de réduire le nombre d'arrêts. Des résidents qui bénéficiaient d'un arrêt d'autobus situé à quelques pas de leur porte d'entrée se retrouvent soudainement à devoir marcher de plus longues distances pour atteindre les nouveaux points de rencontre désignés pour les navettes. c'est le prix de l'optimisation globale. À l'échelle macroscopique, le réseau en entier gagne en fréquence et en fiabilité. Mais à l'échelle microscopique, la capillarité en souffre. La proximité est sacrifiée. La proximité immédiate du service est sacrifiée dans certaines microzones, au profit de la performance d'ensemble. C'est un choix difficile mais assumé. Et il y a un autre angle mort critique soulevé dans les documents, et c'est une grosse question étillante, le défi technologique de ce fameux dernier kilomètre. Un défi majeur. Le succès de cette chirurgie fine repose massivement, presque entièrement en fait, sur l'utilisation de téléphones intelligents et d'applications de réservation. Tout à fait. On parlait tout à l'heure des navettes or pour briser l'isolement des aînés, mais que se passe-t-il si la dépendance totale à une application exclut précisément les personnes vulnérables que le système est censé aider? Ne crée-t-on pas une fracture numérique? C'est une excellente question, et cette observation soulève probablement le plus grand risque social de toute la refonte. La dépendance technologique peut devenir une véritable barrière à l'entrée. Donc si on n'a pas de téléphone intelligent, on n'a plus droit au transport public? C'est la crainte. C'est pourquoi l'architecture du projet doit impérativement maintenir des alternatives analogiques robustes. Le système de réservation téléphonique classique, avec de vrais opérateurs humains au bout du fil, ne peut pas être perçu comme un vieux vestige du passé qu'il faut éliminer pour faire des économies. C'est un filet de sécurité? C'est un filet de sécurité essentiel. Et c'est également là que le rôle des municipalités locales prend tout son sens. Elles agissent comme des garde-fous. Elles ne font pas que suivre les directives de la métropole. Non, elles valident l'emplacement des points d'embarquement virtuels. Elles s'assurent que c'est sécuritaire, bien éclairé et accessible à toutes les tranches de leur démographie pour que personne ne soit laissé pour compte. D'accord. Mais je pousse la réflexion un peu plus loin sur la dépendance de ce modèle. L'application mobile, c'est une chose, mais la logistique humaine, la dépendance envers les chauffeurs, c'en est une autre. Ce nouveau système, il ne repose plus sur des chauffeurs d'autobus syndiqués, employés directement par la société de transport. Non, en grande partie, on s'appuie sur des chauffeurs de taxi partenaires ou sur des flottes de sous-traitants. Confier une mission de service public essentielle à des opérateurs privés qui opèrent à la demande, ça change fondamentalement la nature du contrat social du transport en commun, non? C'est un changement de rôle très profond pour les agences de transport public. Historiquement, c'étaient des opérateurs de machinerie lourde. Elles achetaient des bus, elles géraient des garages massifs, elles employaient des milliers de chauffeurs. Oui, un modèle très lourd. Avec ce modèle sur demande, elles se transforment. Elles deviennent des gestionnaires de contrats et des orchestratrices de données algorithmiques. Elles ne fournissent plus directement le mouvement à la base, elles l'organisent. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on prend un peu de recul? Parce que si on regarde tout ce dossier du 18 mai 2026, l'image globale qui se dessine dépasse très largement les frontières de l'ouest de l'île de Montréal. Ah, ça dépasse même le Québec!
on observe vraiment l'effondrement d'un vieux dogme, le dogme de la capacité. L'idée selon laquelle un transport de qualité doit forcément impliquer de très gros véhicules roulant à des heures fixes, quel que soit le contexte. Cette idée-là est en train d'être abandonnée. Exactement. Nous assistons à la transition d'une logique basée sur l'offre pure, c'est-à-dire envoyer un grand véhicule sur une route en espérant qu'il trouve des passagers, vers une logique basée sur la demande. La ressource ne se déploie qu'en réponse à un besoin avéré. Voilà, de manière dynamique. Et la leçon universelle qui émerge de toute cette analyse, c'est que la valeur de la mobilité urbaine, pour les prochaines décennies, elle ne se mesurera plus à l'aune du tonnage ou de la taille des flottes institutionnelles. L'indicateur de succès, ce sera vraiment l'intelligence de leur distribution. Le transport sur demande et la micromobilité, ce ne sont plus juste des solutions d'urgence ou de fortune pour rafistoler des secteurs déficitaires. Non, ça devient le cœur du système. Ils s'imposent désormais comme les fondations mêmes de l'urbanisme moderne. Même si c'est une approche qui exige, on l'a vu, une vigilance constante pour s'assurer que la technologie reste au service de l'inclusion. Et non l'inverse. Tout à fait. Mais tout cela soulève une question finale assez fondamentale en refermant ces documents. Un peu une pensée provocatrice qu'on peut laisser mijoter. Je vous écoute. Si la pérennité de notre réseau de transport public repose désormais sur des algorithmes d'optimisation d'itinéraires, sur des applications téléphoniques géolocalisées et surtout sur des chauffeurs issus d'entreprises privées qui agissent comme sous-traitants à la demande, est-ce que la frontière historique qui séparait le transport public universel des entreprises privées de covoiturage comme Uber ou autres, ne va pas tout simplement s'effacer? La ligne devient très floue, en effet. Dans une dizaine d'années, avec la banalisation de cette fameuse chirurgie fine, aurons-nous encore la capacité de définir ce qu'est un service véritablement public? C'est la grande question des prochaines années. En tout cas, une chose reste certaine, la prochaine fois que vous croiserez la route de l'un de ces immenses autobus articulés lourdement lancés sur une petite voie de campagne et désespérément vide, Oui. vous ne le regarderez plus de la même manière. Il vous apparaîtra comme le vestige d'une époque révolue, le fantôme d'un système lourd qui cède enfin sa place à l'agilité.